vidéo Tangemed. Très bien. Donc, Farah, tu peux y aller. Hein. Okay. Entré en service en juillet 2007, Tangemed est un hub logistique mondial sur le détroit de Gibraltar, deuxième point de passage des flux commerciaux globaux. Situé à 14 km de l'Europe et au carrefour des principales routes maritimes, Tangemed se trouve au cœur des grands réseaux d'échanges internationaux. C'est un ouvrage d'exception qui comprend un complexe portuaire de rang mondial. Une zone franche logistique attractive, une plateforme de compétitivité industrielle et des infrastructures d'interconnexion. Tangemed est connecté à plus de 180 ports dans 70 pays. Il place ainsi le Maroc au rang des 20 premières nations maritimes internationales. Ses capacités exceptionnelles, plus de 9 millions de conteneurs, 7 millions de passagers, 700 000 camions, 1 million de véhicules par an font de lui le premier port à l'échelle de la Méditerranée et de l'Afrique. La zone franche logistique adossée au port propose une offre complète de prestations de logistique à haute valeur ajoutée et permet la distribution et l'approvisionnement en provenance et à destination de 100 pays. Adossé à une plateforme industrielle de compétitivité régionale, Tangemed se développe autour des secteurs industriels dans les domaines du textile, de l'automobile, de l'aéronautique, des services et de la logistique. Un total de plus de 1100 entreprises qui a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires à l'export de 5,3 milliards d'euros. Renault-Nissan a ouvert en 2012 la plus grande unité industrielle en Afrique. Le hub portuaire est un atout majeur pour la stratégie de développement de l'Alliance et pour accompagner les ambitions à l'export de Peugeot Citroën. Le développement de ce hub a mobilisé des investissements de 9,3 milliards d'euros de partenariats publics-privés portés par une agence dédiée, TMSA. Tangemed a su attirer de multiples leaders internationaux, confortant sa position de hub portuaire avec la présence des plus grandes alliances maritimes mondiales. Un hub logistique grâce à des acteurs de renom tels que Decathlon, Adidas, DHL, Nippon Express. Et un hub industriel avec de grandes multinationales venues du Japon, de la Chine, des États-Unis et de l'Europe qui ont fait le choix de Tangemed. Les retombées économiques et sociales sont considérables avec la création de plus de 80 000 emplois et des formations adaptées aux besoins des opérateurs. Tangemed constitue véritablement une plateforme de choix répondant aux besoins des investisseurs pour le global trade et l'industrie. Il s'inscrit de manière durable comme une plateforme compétitive au cœur des échanges mondiaux. Mesdames et messieurs, bonjour. Je souhaiterais avant toute chose adresser nos vifs remerciements à M. Hassan Sintisi, président de l'ASMEX, donc l'Association des exportateurs marocains, qui nous fait honneur de sa présence et sa participation à nos côtés aujourd'hui. Je remercie également son Excellence Wemkele Mene, le secrétaire général de la ZLECAf, qui a aussi contribué à travers une vidéo pour échanger avec nous lors de cet événement. Je tiens également à remercier les panélistes d'avoir accepté notre invitation et qui partageront également, à travers leurs interventions et leurs réflexions, leurs contributions sur un sujet aussi important que celui de la zone de libre-échange continentale africaine et les nouvelles ambitions logistiques pour les exportations marocaines. Je salue également la présence de l'audience qui est parmi nous aujourd'hui et qui pourrait interagir avec les panélistes lors des questions-réponses prévues à la fin de cette session. Notre webinaire, ou plus précisément cette édition des Tangemed Talks, s'inscrit dans le cadre d'une dynamique initiée par le groupe Tangemed avec comme objectif d'asseoir une plateforme d'échange régulier avec les membres de la communauté portuaire et de l'écosystème logistique. Notre rencontre d'aujourd'hui, qui est le fruit d'une collaboration très étroite avec l'ASMEX, a pour finalité d'identifier les besoins des exportateurs, répondre à leurs attentes
et les accompagner pour mieux se positionner sur le marché international et régional. Je salue au passage le travail remarquable qui est réalisé par la représentation régionale au nord de la SMEX, au nom de M. Zouhair Benjeloun, qui ont aussi œuvré à ce que cet événement soit une réussite. Donc, sans plus tarder, je vous prie d'accueillir chaleureusement nos invités et je donne la parole à notre maître de cérémonie, M. Mounir Fram, qui est directeur exécutif de la SMEX. C'est Mounir, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Benis, de cette belle introduction. Je tiens à remercier aussi, au nom de la SMEX, toutes les personnes présentes qui étaient avec nous pour suivre ce webinaire organisé conjointement. Je veux juste préciser, donc, à l'attention des auditeurs, qu'avec des marchés de plus en plus ouverts et concurrentiels, la recherche de nouveaux gisements économiques devient la préoccupation majeure des entreprises. L'application des différents accords intra-africains constitue une des sources de ces gisements. En effet, le commerce intra-africain est en mesure d'être porteur d'une croissance soutenue, et ce avec l'avènement, comme vous l'avez dit, de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Toutefois, je tempère, l'Afrique ne représente que 2% du commerce mondial actuellement et seulement 17% des exportations africaines sont intracontinentales, donc contre 59% pour l'Asie et 68% pour l'Europe. Le potentiel donc de transformation à travers l'Afrique est donc substantiel. Le pacte créera la plus grande zone de libre-échange au monde. Eu égard au nombre de pays participants dans cette configuration globale, le Maroc pourrait saisir des opportunités réelles. L'économie marocaine dispose comparativement à la plupart des pays africains d'une offre exportable relativement diversifiée. Celle-ci a enregistré un taux d'accroissement annuel moyen de 10% au cours de la dernière décennie. Ce taux pourrait s'accroître significativement par la ZLECAf et l'ouverture de nouveaux marchés pour les exportateurs marocains. Comment et à quelles conditions pourrait s'effectuer cet accroissement? Quels en sont les leviers et les freins? L'agence spéciale Tangemed et la SMEX s'associent autour de cette conférence pour initier une vision commune sur l'avenir des exportations marocaines, définir un ensemble d'actions prioritaires pour le renforcement du positionnement du produit marocain à travers le continent. D'emblée, mesdames et messieurs, le mot de bienvenue de M. Hassan Sintissi, président de la SMEX. À vous la parole, M. Hassan Sintissi. Oui, salam alaikum. Bonjour tout le monde. Excellence, Monsieur le secrétaire général de la ZLECAf, Monsieur le président directeur général de la TMSA, Monsieur le directeur général du commerce, Madame la présidente de la commission Afrique au sein de la SMEX, Monsieur le directeur de développement du groupe Tangemed, Madame la directrice de la Business Unit Afrique de Mazar, Monsieur le chef de l'unité chargée de la ZLECAf au niveau de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs. C'est réellement pour moi un grand honneur et un réel plaisir de me retrouver aujourd'hui devant un parterre de spécialistes réunis pour débattre des ambitions logistiques pour les exploitations marocaines dans le cadre de la ZLECAf. Une thématique aussi stratégique sur plusieurs plans. Premièrement, l'actualité du sujet étant donné l'entrée en vigueur de la ZLECAf cette année même. Le poids que pèse la logistique dans la facture du commerce extérieur de chaque pays. Et enfin, le contexte actuel, marqué notamment par des signaux de reprise et de relance post-Covid-19 et qui appelle à plus de mobilisation pour en tirer le maximum de profit afin de récompenser une partie des pertes générées durant une année et demie passée. Je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le secrétaire général de la ZLECAf, qui nous a fait l'honneur de participer avec nous, en différé bien entendu, à travers une intervention vidéo pour nous fixer sur l'avancement de cette importante zone de libre-échange. Je remercie également M. Fouad Brini ainsi que tout son staff pour leur mobilisation et leur engagement dans l'objectif de développement et de massification des flux entre le Maroc et le reste du continent africain. Mesdames et messieurs,
La croissance démographique, l'émergence d'une classe moyenne et l'éclosion des grandes villes en Afrique créent aujourd'hui des besoins colossaux auxquels il faudra répondre. La crise sanitaire aura aussi imposé une transformation des propriétés de différents pays en mettant en exergue l'urgence de la souveraineté industrielle dans le domaine agroalimentaire, médical et pharmaceutique. En tant qu'opérateur économique, nous devons exprimer toute notre fierté de voir enfin la mise en œuvre au sein de notre continent d'une zone économique pour laquelle la quasi-totalité des pays africains sont engagés. Celle-ci offrira la possibilité de transformer sur place les matières premières dont regorge l'Afrique et accélérera bien entendu la mise en œuvre d'une base industrielle africaine pour répondre aux besoins de ces populations. Les pays africains peuvent utiliser cet espace pour saisir toutes les possibilités de complémentarité entre leurs économies, faciliter le commerce intra-régional et surtout accélérer l'intégration des communautés économiques régionales. Les entreprises marocaines ont construit depuis une vingtaine d'années des relations économiques très porteuses avec les différents pays du continent. Le commerce extérieur avec les pays africains a connu des améliorations considérables durant les dernières années. Nous pouvons faire encore mieux si nous exploitons ensemble toutes les opportunités et les possibilités qui existent. La volonté de contribuer au développement de l'Afrique, portée au plus haut sommet de l'État par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, a été accompagnée notamment par un engagement de plusieurs investissements dans plusieurs secteurs au sein du continent. Pour ce faire, il est temps de réfléchir à un accompagnement logistique approprié qui constitue un maillon important pour le développement des échanges. Sans plus tarder, je souhaite plein succès aux travaux de ce webinaire et vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, surtout d'avoir rappelé dans votre discours l'actualité de la problématique d'aujourd'hui, à savoir la ZLECAf, les atouts du continent africain, le développement socio-économique qui caractérise notre continent actuellement, l'émergence d'une forte classe moyenne et bien entendu la criticité de la logistique qui doit accompagner toute action d'investissement ou de promotion ou d'exportation sur notre continent. Maintenant, la parole est à son Excellence Wamkele Mene, à travers une vidéo enregistrée spécialement pour l'événement. Thank you very much for this opportunity. It's a pleasure for me to be able to talk to you about the AFCFTA and the opportunities that it presents for logistics, for distribution services that will now be opened up by the African Continental Free Trade Area. As you know, the African Continental Free Trade Area became operational on the 1st of January 2021, consolidating a market of 1.3 billion people with a combined GDP of 3.4 trillion United States dollars, which in the year 2035 is projected to be close to 8 trillion United States dollars. Therefore, this market is very, very significant, particularly for countries that seek in Africa, countries that intend to diversify their economies and to expand into markets in sub-Saharan Africa. We know that right up until
the COVID-19, the onset of the COVID-19 in 2019, the African economy was growing on average at about 3.5%. And that of the fastest growing economies in the world, of the 10 fastest growing economies in the world, 6 were in the African continent at that time. Of course, COVID-19 has changed all of that. And we now are faced with new challenges of ensuring a quick economic recovery post-COVID-19. And so what the African Continental Free Trade Area presents is an opportunity for Africa to expand its capacity in terms of logistics, distribution services, as well as maritime transport services. And Morocco is well and strategically located as a country in North Africa to be able to be the interconnector between Europe and Sub-Saharan Africa, and of course, other parts of the world. I want to congratulate the government of Morocco and the leadership of the Tangier Med port, where I had the opportunity to visit last month. A very, very impressive achievement. Congratulations to the vision of His Majesty the King, the vision of the government to leverage on the strategic location of Morocco to ensure that on the back of the special economic zone, on the back of the port itself, that Morocco is able to be globally and regionally competitive. The port that I visited in Tangier is actually one of the most modern in the world. It has a portion or a section of the port is automated, entirely automated. Goods are able to be loaded off the ships in record time, less than 24 hours. This enables, as I said earlier, Morocco to be globally competitive in terms of logistics, distribution services, and creating networks throughout the continent, networks of transport. When this agreement fully takes off, I think that Morocco will be well positioned to actually benefit immensely by connecting the north part of Africa, West Africa, East Africa. Goods will be able to be transited by ocean, reducing the cost of trade on the continent. So logistics services, distribution services are really the key to boosting intra-Africa trade. Trade in Africa will not be enhanced if we do not improve on the services that enable trade facilitation to take place, that enable goods to transit in an expedited manner. All of these things are contributors to Africa's competitiveness. They are contributors to Africa being able to boost intra-Africa trade. And so if we ignore, if we don't pay enough attention to logistics services, to distribution services, we will not succeed in our objective of boosting intra-Africa trade. And so I'm very encouraged that Morocco is actually one of the leading countries in the area of logistics and trade facilitation, as well as a transiting of goods, because Morocco's competitiveness in this area and Morocco's capacity to provide these services to the rest of the continent and the region is actually what will enable Africa to boost intra-Africa trade. I think that we have, in what has been achieved in Morocco, in Togo, in Gabon, in Namibia, in South Africa, the interconnectivity that we require in all of these trade facilitation measures and these goods in transit measures, such as the building of ports, the building of trade corridors, all of these things we have to work hard
to ensure a better interconnectivity so that we collectively are able to benefit from transport that is supporting trade, and that we benefit from goods, from facilities that will enable fast transit of goods, as well as logistic services that will create a connectivity between North Africa, East Africa, West Africa, and of course, other parts of the African continent. We are presented as Africans with a very, very unique opportunity to leverage on this significant market to reduce costs for logistics, reduce costs for transit, and to make our continent globally competitive and regionally competitive. And so I invite you to look at the AFCFTA as an opportunity for further investment and as an opportunity for improving competitiveness. Thank you very much, and I wish you very, very good deliberations. Thank you. Merci vivement à son Excellence Monsieur Wamkele Mele, qui n'a pas pu être des nôtres, mais qui, à travers son intervention, nous a dressé un parcours, un panorama des potentialités sur le continent et bien entendu la corrélation de ces potentialités avec la logistique qui est incontournable. Mesdames et messieurs, pour le panel et pour débattre de la thématique de ce jour, zone de libre-échange continentale africaine, nouvelle ambition logistique pour les exportations marocaines, j'ai l'honneur et le plaisir d'être accompagné de M. Prudence Sebaïzi, chef de l'unité chargée de la SDECAF à l'Union africaine, M. Abdouah Bahal, directeur général du commerce au ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique, Mme Selwa Al-Karkari, présidente de la commission Afrique de la SMEX, Mme Sana Hlou, directrice BU Afrique Mazar Maroc, M. Ahmed Bennis, directeur développement groupe Tangemet. Merci, mesdames et messieurs, de votre aimable présence. Une première série de questions. Tout de suite, à l'attention de M. Prudence Sebaïzi, vous êtes chef de l'unité chargée de la SDECAF à l'Union africaine. Bienvenue parmi nous, monsieur. Pouvez-vous nous parler de l'état d'avancement de la SDECAF avec quelques indications chiffrées sur la consistance de ce marché et sur le marché intra-africain, le potentiel de croissance et les opportunités de commerce, d'exportation au global? Merci encore d'être avec nous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci beaucoup à Mounir pour m'accorder la parole. Je voudrais d'abord remercier Tangemet pour m'avoir invité à ce webinaire qui est très important pour interagir avec le secteur privé. Et puis, j'ai bien suivi le mot de son Excellence, le secrétaire général de la SDECAF. Donc, ma présentation sera fait un peu facile parce qu'il a parlé de l'historique de cette zone de libre-échange continentale et la plupart des opportunités apportées par la zone. Ma présentation sera centrée sur les points suivants. Je vais donc donner un aperçu de l'intégration régionale en Afrique et du programme d'intégration de l'Afrique. Je vais parler de la zone de libre-échange continentale africaine, donc les opportunités, état actuel de négociation et de la mise en œuvre, et puis les défis et perspectives. Pour mieux comprendre la zone de libre-échange continentale, nous devons rapidement jeter un coup d'œil sur le contexte historique de l'intégration régionale en Afrique. Pendant les centaines d'années, le programme d'intégration de l'Afrique a été mené d'abord dans le cadre de l'idéologie panafricaniste, ensuite pour la libération politique et en fait pour une appropriation économique. Dans les années 80, l'intégration a pris une forte orientation économique en réponse aux crises économiques et à l'échec des politiques de développement occidentales imposées ainsi qu'aux dettes étrangères croissantes accompagnées d'un déclin du développement social et à la manipulation politique externe et croissante de la politique de la guerre froide. La transition
était également une évolution nécessaire. La majorité des pays africains ayant acquis leur indépendance. Ainsi, par le biais d'initiatives telles que la déclaration de Monrovia de 1979, le plan d'action de Lagos de 1980 et l'acte final de Lagos, les Africains ont entrepris d'affiner l'agenda panafricain dans le contexte de leurs défis et perspectives contemporaines. Le fondement juridique de l'intégration régionale en Afrique est le traité instituant la communauté économique africaine, donc, qui est connu sous le nom de traité d'Abuja. Donc, dans son article 6, le traité prévoit les modalités de création d'une communauté économique africaine en proposant un modèle linéaire en 6 étapes. Donc, la zone de libre-échange continentale se retrouve dans ce cadre de l'intégration africaine. Et aujourd'hui, on peut dire que, bien sûr, nous avons acquis la ZLECAf, mais il y a d'autres étapes qui restent à accomplir, à savoir la mise en place du marché commun africain, qui est d'ailleurs prévu d'ici 2023, ainsi que la communauté économique africaine qui est prévue d'ici 2028. Bien que la ZLECAf ne figurait pas auparavant explicitement dans le traité d'Abuja, elle a été considérée comme une étape logique sur la voie d'une union douanière continentale, et la ZLECAf est en phase avec la vision de l'article 6 du traité d'Abuja concernant la création d'une communauté économique africaine. En outre, elle aborde également les défis liés au chevauchement des adhésions des États membres de l'Union africaine et au faible commerce intra-africain. La ZLECAf met en place le cadre juridique et institutionnel pour favoriser les processus d'intégration régionale et permettre le libre accès aux biens et services, ainsi que accès aux facteurs de production à travers le continent. Par là des opportunités de la ZLECAf. Justement, donc je reviendrai dans une deuxième question sur les opportunités, si vous permettez bien. Parce que je voudrais bien faire un premier tour de questions à l'ensemble des panélistes et je vous remercie. Donc, je reviens sur cette question-là. Maintenant, je voudrais m'adresser à Abdou Brahal, qui est directeur général du commerce au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte numérique au Maroc. Soyez le bienvenu avec nous. Serhal, je voudrais vous poser une question sur l'état d'avancement des négociations et des opportunités d'investissement et d'exportation offertes par la ZLECAf. Merci encore d'être avec nous. À vous la parole. Merci, M. Mounir. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui dans ce webinaire consacré à la ZLECAf. Et je voudrais, si vous permettez, revenir un petit peu sur le contexte de la mise en place de la ZLECAf, qui est en fait une logique de l'ouverture de l'économie marocaine à travers une série d'accords de libre-échange. Et aujourd'hui, la ZLECAf est un maillot dans un processus d'intégration visant la création d'une union douanière africaine. C'est quelque chose, c'est l'objectif ultime de cette zone-là. Et aujourd'hui, du côté Maroc, au niveau national, les objectifs de la ZLECAf sont clairs. Un, c'est d'avoir une union douanière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrières ou de droits de douane au niveau du continent. Deuxième chose, qu'il y ait une libre circulation à la fois des biens et services, mais aussi des personnes. La troisième chose, c'est la dynamisation des échanges intra-africains. Et d'ailleurs, tout à l'heure, monsieur le secrétaire général de la ZLECAf l'a souligné, les échanges commerciaux entre les pays africains restent trop faibles, au-delà, disons, on va dire, du potentiel du continent. Et le quatrième objectif, c'est l'industrialisation de l'Afrique. Au niveau national, bien entendu, avant de lancer toute négociation, disons, dans d'un accord de libre-échange quel qu'il soit, donc nous avons besoin d'un mandat. Et le mandat, c'est à travers des négociations, des discussions à la fois avec le secteur privé, mais aussi avec le département institutionnel. Et du coup, donc aujourd'hui, le mandat qu'on a aujourd'hui pour négocier, pour discuter,
c'était de définir quels sont les objectifs commerciaux, parce qu'il faut qu'on aille une visibilité sur les objectifs. Deuxièmement, le périmètre de négociation. On ne peut pas négocier sans qu'on ait un périmètre bien clair. Et la troisième chose, c'est la nature de la concession et les mesures d'accompagnement. Alors aujourd'hui, tout ça a fait que nous avons négocié avec le secteur privé, avec le département ministériel et tout ça. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes prêts. Aujourd'hui, notre offre tarifaire est prête. Donc, que ce soit sur les produits ou les services, et qu'il y a une deuxième phase de négociation qui va intervenir par la suite, si ça concerne un petit peu tout ce qui est propriété intellectuelle et concurrence. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que les négociations que nous avons aujourd'hui, nous avons établi des listes tarifaires, et je pourrais vous dire que dans le cadre de la SDK, il fallait y avoir, on va dire, un démantèlement, c'est quelque chose de très important sur les premières 5 années à partir du 1er janvier 2021. Donc, 90% de produits sont libéralisés. Et il y aurait 7 produits qui vont être libéralisés mais sur une période de 10 ans. Et 3% qui constituent des produits sensibles de l'ensemble des pays africains. Chaque pays a des produits sensibles, des secteurs sensibles qui vont, le démantèlement ou la suspension de leurs droits de douane viendra par la suite. En termes d'opportunités, je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, si je donnerais juste un exemple pour vous montrer un petit peu l'importance de notre continent. Aujourd'hui, si on prend que les produits agricoles et alimentaires, aujourd'hui, l'Afrique importe, on va dire, quelque chose de 30 milliards de dollars. Et aujourd'hui, le potentiel que recèle le continent africain est plus que ça, c'est avec une intégration. Serhal, juste une petite précision sur la partie préparative pour un positionnement. Donc, c'est une deuxième question sur laquelle je reviendrai, si vous permettez, pour avoir votre éclaircissement. Mais je tiens déjà à vous remercier infiniment pour nous avoir rappelé les objectifs, le mandat et surtout l'état d'avancement qu'a réalisé le Maroc dans ce sens-là. Donc, je reviendrai vers vous sur cette question de préparatif pour tout simplement permettre à Mme Salwa Al-Qarqri, présidente de la commission Afrique de la SMEX, de nous donner son avis sur le positionnement stratégique de l'offre marocaine à destination des marchés africains cibles. À vous la parole, Madame Al-Qarqri, et soyez le bienvenu avec nous. Merci beaucoup, Simonir. Bonjour à Sana, bonjour à l'ensemble des participants, bonjour au président et bonjour aux 100 personnes qui sont connectées sur le webinaire, ainsi que tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux de Tangemed. Donc, heureuse d'être parmi vous. Si vous permettez juste un petit mot par rapport à la commission Afrique au sein de la SMEX, donc, qui a été créée depuis le début de cette année. Donc, l'objectif de cette commission, c'est justement de dynamiser les échanges commerciaux du Maroc avec les autres pays d'Afrique et puis surtout donc, accompagner nos membres, les membres de la SMEX dans cette dynamique. Et donc, la ZLECAf, bien sûr, offre cette opportunité. Serhal a donné l'avancement des négociations donc, du pays. Nous, en parallèle, bien sûr, au sein à travers la SMEX, donc le secteur privé n'est pas resté, n'attend pas justement la fin des négociations, mais travaille en parallèle pour justement préparer le secteur privé. Donc, ce qui a été fait, c'est donc d'abord, nous avons lancé donc, une étude pour la mise en place d'un observatoire du commerce extérieur. Donc, c'est quelque chose qui est très important et qui est justement attendu par les opérateurs pour avoir un outil de veille permanent justement sur cet avancement et sur les échanges commerciaux entre les différents pays. Nous organisons bien entendu donc, des missions B2B virtuelles, Covid oblige, avec les autres pays d'Afrique. On en a déjà fait au mois de mai sur l'agro-industrie et la pêche. Et il y en a une qui est en cours sur le mois de juin par rapport aux IME et la chimie, la parachimie. Et enfin, et je reviens justement, j'arrive à la question principale de l'offre exportable. La SMEX a lancé en partenariat avec le ministère une étude importante dont les conclusions ont été révélées dès début 2020 et donc qui montre justement qu'au niveau des exportations, il y a deux choses qui sont importantes. Il faut élargir justement l'offre exportable marocaine qui reste assez limitée dans un certain nombre de secteurs. Et puis également,
diversifier donc les marchés. Juste pour donner quelques indications, certes, les 10 dernières années donc, ont vu donc une part d'exportation vers l'Afrique évoluer à peu près d'une moyenne de 10% par an sur les 10 dernières années, mais ça reste concentré sur 5 marchés qui font à peu près 40% en volume de l'ensemble de ces exportations. Sur les secteurs, comme je disais tout à l'heure, les secteurs, donc il y a eu de l'évolution sur 3 secteurs qui sont l'industrie chimique qui est passée à 30% en 2019, l'agriculture, l'agroalimentaire, mais il y a des secteurs un petit peu comme l'industrie automobile ou autres qui ont vu leur part diminuer entre 2009 et 2004. Donc, cette étude a donné un certain nombre de recommandations. Bien sûr, la partie infrastructure vient toujours en tête et là, je félicite justement de Tangemed d'avoir pris l'initiative d'organiser ce webinaire avec une demande des opérateurs de développer des zones logistiques un petit peu au Maroc, mais aussi, bien sûr, à l'international, une demande accrue de construction des halls d'exposition aux standards internationaux. Les autres attentes de la part des opérateurs qui sont importants aussi, c'est continuer le processus de dématérialisation. Et là, nous félicitons des initiatives un petit peu comme celle de Portnet qui sont très, très importantes pour les exportateurs. Mais il faut également, donc la recommandation, c'est d'avoir une plateforme digitale qui est orientée export. Madame Kharkri, on reviendra sur les recommandations d'ailleurs dans le deuxième volet de questions. Excuse-moi de vous interrompre. Je vous remercie beaucoup d'avoir mis en exergue et en valeur les actions que vous menez au sein de votre commission et surtout d'avoir mis en avant cet observatoire qui va bien entendu permettre à l'ensemble des opérateurs économiques de mieux cibler leurs actions. Maintenant, je voudrais m'adresser à Madame Sana Lhlou. Vous êtes PSBU Afrique, Mazars, Maroc, sur un sujet qui est très important, à savoir les défis majeurs et globaux relatifs aux facteurs de succès de l'implémentation de la SDECAF. À vous la parole, Madame Sana Lhlou, et soyez la bienvenue avec nous. Merci beaucoup, M. Farham. Merci encore à Tangemed et à la SMEC de m'avoir invité à participer à ce panel de très haut niveau. Je voudrais peut-être rappeler encore une fois, je pense qu'on est ici entourés tous d'afro-optimistes convaincus et je le suis également. Et je suis profondément convaincue de l'importance, de l'opportunité de la SDECAF pour véritablement développer la croissance économique africaine. Mais je pense qu'il est important quand même de souligner, comme vous l'avez dit, Simone, quelques défis. Je ne les appellerai peut-être pas défis, enfin, ce n'est pas des éléments bloquants, ce sont des points d'attention, des points d'alerte et non des facteurs bloquants qui vont garantir la réussite de cette SDECAF. Alors pour cela, on peut identifier quatre catégories de défis. Alors, les premiers défis, ce sont les défis d'ordre stratégique et politique. Il faut savoir qu'il n'y a pas une Afrique, il y a plusieurs Afriques. 54 pays évidemment, mais il y a plusieurs communautés économiques régionales et ces communautés, ces CER, elles sont évidemment très différentes. En tout cas, on peut sonder en tout cas des disparités très importantes en termes d'intégration. Quand vous comparez l'UMA avec des taux d'intégration très faibles qui avoisinent les 4% avec la SADC ou la CEDEAO qui dépasse les 10%, donc nous avons ici des communautés économiques régionales qui ont des niveaux d'intégration qui sont différents et donc qui pourraient entraver en tout cas la réussite à terme de la SDECAF. Parmi les facteurs également d'ordre stratégique et politique, même si on sait que évidemment l'harmonisation de l'union douanière, c'est l'objectif ultime de la SDECAF avec le démantèlement progressif, mais il faudrait faire attention aux barrières également non tarifaires et à la prolifération de ces barrières non tarifaires qui peuvent également entraver le développement et la réussite de cette zone commune, de cet accord africain. Parmi les autres catégories également de défis, nous pouvons, deuxième catégorie de défis, c'est des défis d'ordre systémique. Et quand je dis systémique, c'est des défis qui touchent à la nature même de l'économie africaine.
Il est vrai qu'encore une fois, on ne peut pas comparer les pays parce qu'il y a des niveaux de développement qui sont différents, mais pour la plupart des pays africains, nous assistons quand même à une certaine dépendance aux matières premières, une certaine dépendance aux ressources naturelles. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est impératif d'accélérer, d'encourager l'accélération industrielle. Il y a certains pays comme le Maroc, le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud qui sont déjà à des niveaux d'accélération et d'industrialisation qui sont très élevés. Mais malheureusement, pour la plupart des économies africaines, nous voyons quand même qu'il y a une industrialisation qui est très faible. Donc, il faudrait faire attention également à ce processus de transformation. Troisième défi, l'avant-dernier défi que je pourrais citer également, c'est des défis d'ordre opérationnel et qui touchent pour la plupart la PME africaine. Quand je dis opérationnel, c'est des défis, comme je dis, qui touchent la PME africaine. Aujourd'hui, la PME africaine représente un peu plus de 80% du tissu économique productif africain. Et cette PME africaine, elle vit tous les jours avec des problématiques qui sont importantes, d'accès au financement, accès à l'énergie, accès au foncier, accès au marché, également des problématiques de mindset. Aujourd'hui, les opérateurs n'ont pas forcément le mindset ou la mentalité du travailler ensemble. On ne le voit pas assez souvent, malheureusement. Les opérateurs ne travaillent pas forcément dans des écosystèmes. Encore une fois, je ne généralise pas. Il y a des pays qui ont développé des écosystèmes industriels et sectoriels importants. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore arrivés là. Mais je pense qu'il est important aussi de souligner qu'il y a une disparité également à ce niveau-là. Et puis, le dernier défi qui nous réunit aujourd'hui, c'est le défi infrastructurel et logistique. Aujourd'hui, vous savez, l'infrastructure, la logistique, c'est parmi les principaux leviers de développement et c'est par ces principaux leviers qui vont garantir la réussite de la SDCAF. L'Afrique est un chantier à ciel ouvert avec des investisseurs internationaux, des investisseurs nationaux, mais encore une fois, avec des pays, avec des disparités dans le développement infrastructure. Heureusement qu'on a des pays qui ont atteint un niveau d'infrastructure et de logistique qui sont un peu développés, comme disait, j'ai donné les exemples tout à l'heure, et aujourd'hui on est fiers. Le Maroc, effectivement, est un très bel exemple avec Tangemed, puisqu'il s'agit, c'est parmi les champions internationaux, le leader africain de l'infrastructure et de la logistique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ces types d'opérateurs qui vraisemblablement participent à l'émergence de cette nouvelle compétitivité africaine. Merci beaucoup, Sana, de ces précisions, d'avoir relevé les 4 défis, d'avoir parlé des disparités, des carences, surtout au niveau de l'intégration de certains blocs économiques de cette région et bien entendu l'aspect infrastructurel qui est le support de ce développement de la SDCAF. Merci encore une fois. Maintenant, je voudrais interpeller Si Ahmed Bennis à la lumière de ce que vous avez entendu, Si Ahmed Bennis. Quel est le positionnement du port de Tangemed et surtout son importance pour le renforcement des échanges inter-africains. Donc, il y avait des données qui ont été annoncées, que ce soit par Serhal ou par les prédécesseurs, donc ceux qui ont pris la parole avant vous, pour parler de cette carence et surtout de la logistique. La logistique, comme l'a dit aussi le président de la SMEX, qui est incontournable pour le développement du commerce intra-africain. À vous la parole et merci vivement d'avoir contribué au succès de cet événement et d'être parmi nous aussi. Alors, merci Mounir. Donc, incontestablement, la logistique est un élément clé, un élément fondamental qui va nous permettre de renforcer le commerce intra-africain. Et puis, comme vous le savez très bien, le développement du commerce et l'intégration économique est une préoccupation majeure pour les entreprises africaines. Et le commerce intra-africain est porteur d'une croissance soutenue qui ambitionne dans les années à venir à atteindre une progression, une croissance du PIB qui peut atteindre 1 voire même 3% une fois que les droits de douane seront supprimés. Mais les ports africains, si vous voulez, aujourd'hui constituent les pivots des échanges internationaux du continent et aussi au sein du continent. Donc, les échanges avec l'international et l'échange intra-africain qui devient de plus en plus maritimisé. Donc, on utilise de plus en plus le passage par les voies maritimes. Toutefois, les ports africains doivent affronter encore de nouveaux défis. Donc, la mise à niveau des infrastructures, l'amélioration continue des performances, le renforcement des capacités, l'utilisation des nouvelles technologies, la digitalisation sont plus que jamais aujourd'hui considérés comme des atouts clés pour avoir des ports compétitifs et pour développer une complémentarité logistique. Le Maroc a pu, durant ces dernières années, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, réaliser une véritable rupture
dans le développement des infrastructures portuaires. Et Tangemed s'est ainsi hissé comme un modèle à l'échelle du continent, celui d'une plateforme intégrée à la fois portuaire et industrielle, agissant comme un hub logistique majeur pour la connectivité et la facilitation des échanges. Et courant de l'année 2020, donc l'année passée, et malgré le contexte de crise, le port Tangemed a réalisé quand même des prouesses et des performances remarquables. Donc, on atteste les chiffres que vous avez devant vous. Donc, il y a une progression, par exemple, du tonnage global qui a atteint 81 millions de tonnes, soit une progression de 23% par rapport à 2019. Nous traitons aujourd'hui à peu près la moitié du tonnage portuaire du Royaume du Maroc. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, avec une progression de plus de 20% du trafic conteneurisé, qui nous a permis d'atteindre 5,77 millions de conteneurs, on peut se positionner comme étant le premier port à conteneurs du bassin méditerranéen. Et bien évidemment, nous sommes le premier port en Afrique pour la 4e année consécutive. La capacité des 9 millions de conteneurs va nous permettre d'être parmi le top 25 au niveau mondial. Courant de l'année 2020, nous nous sommes également associés à l'initiative du port de Singapour à côté des grands hubs internationaux, donc Shanghai, Rotterdam, Anvers, et nous avons co-signé un engagement pour garantir la continuité des chaînes logistiques mondiales, surtout en période de crise. Et à travers cette initiative, Tangemed réaffirme aussi son rôle clé en tant que hub portuaire africain pour assurer l'approvisionnement des marchés africains et mondiaux. Et imaginez avec nous une seule minute si Tangemed n'aurait pas participé à assurer ces chaînes d'approvisionnement, quel aurait pu être l'impact sur le continent. Donc, son positionnement stratégique sur le détroit de Gibraltar lui permet aujourd'hui, et ça a été depuis le démarrage, d'être cette plateforme de transbordement majeur sur les flux intercontinentaux et sur les flux d'éclatement vers l'Afrique. Donc, 40% des flux conteneurisés traités actuellement ont pour origine ou destination l'Afrique, avec plus de 14 services maritimes réguliers et hebdomadaires qui desserrent l'axe maritime Tangemed, qui connectent l'axe maritime Tangemed avec plus d'une vingtaine de pays de l'Afrique de l'Ouest, avec une touchée de 40 ports, et puis un transit time très compétitif du fait que nous avons des liens directs et des services réguliers, et plus de 6 armateurs aujourd'hui de grande renommée, que ce soit Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, Arcas, qui sont présents au niveau du port Tangemed. Adossé à ce complexe portuaire, nous avons aussi cette plateforme logistique MedHub qui constitue aussi un hub logistique pour les grands opérateurs logistiques et qui crée ce lien et qui renforce aussi les échanges logistiques directs avec plus d'une centaine de pays et qui offre aujourd'hui des entrepôts prêts à l'emploi, que ce soit pour traiter du sec ou pour traiter du froid, et qui aujourd'hui dispense des services à forte valeur ajoutée, que ce soit du groupage, les préparations de commandes, l'entreposage, le conditionnement, l'étiquetage et autres. Et je citerai quelques exemples, c'est-à-dire des exemples de multinationales qui utilisent aujourd'hui les complémentarités qu'offre cette plateforme et qui utilisent ce hub logistique de distribution régionale. Donc, vous avez par exemple Adidas et 3M qui, à travers leur plateforme, desserrent plus de 21 pays africains, Decathlon qui dessert plus de 9 pays africains, que ce soit le Congo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Et puis, l'ensemble de ces activités qui sont réalisées au sein du complexe portuaire, et logistique permettent aussi d'avoir cet ancrage de plus en plus important de ces flux logistiques qui sont consolidés au sein du complexe portuaire à destination de l'Afrique. Je salue également une initiative récente qui est celle de la Poste marocaine qui envisage une installation également à MedHub pour développer le e-commerce qui devient aujourd'hui un impératif pour se connecter au réseau postal mondial. Nous poursuivons également cette démarche d'accompagnement des flux à l'export vers l'Afrique à travers les protocoles. Une minute parce qu'on reviendra sur les autres sujets. Oui, bien sûr. Donc, je suis en train de terminer avec les réalisations que nous menons également en Afrique. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent aujourd'hui qui s'intéressent aussi à ce que réalise Tangemed aujourd'hui en dehors du Maroc. Et on poursuit aussi cette dynamique et on le fait depuis déjà pas mal d'années
à travers la création de liens avec des plateformes portuaires africaines. Nous avons signé un certain nombre de protocoles d'accord avec comme objectif de développer des plateformes portuaires et logistiques. C'est le cas notamment pour la plateforme d'Abidjan qui sera dédiée à la consolidation et la massification des flux agroalimentaires à partir du Maroc et à destination d'Afrique de l'Ouest. Mais outre ces différentes infrastructures et ces services qui sont dispensés, je pense qu'aujourd'hui, Tangemed est engagé dans une démarche collaborative avec les acteurs africains, justement pour partager son expérience et surtout pour créer ce lien. C'est ce que nous avons développé à travers l'African Port Task Force qui a vu le jour en juillet 2019 et qui nous permet aujourd'hui de connecter le Maroc à l'ensemble de la communauté portuaire africaine. Merci beaucoup, Sir Ahmed Benis, d'avoir conclu sur cette belle parole, la démarche collaborative et le lien qui associe le Maroc avec les autres pays du continent. Merci encore une fois. Je reviendrai vers vous sur beaucoup de sujets que vous avez évoqués. Certainement, les entreprises nombreuses qui nous suivent voudraient en poser aussi. Je m'adresse une deuxième fois à M. Prudence Sebaizi sur les opportunités et les recommandations, cette fois-ci à l'attention des exportateurs marocains. À vous la parole, M. Sebaizi. Je rappelle que vous êtes chef de l'unité chargée de la SDECAF à l'Union africaine. Merci beaucoup. J'allais mettre les opportunités de la SLECAF en 5 catégories générales parce qu'il y en a beaucoup d'opportunités, mais si je les mets dans les catégories, je vais parler des gains de bien-être pour les consommateurs. Donc, les consommateurs vont bénéficier de la SLECAF énormément parce qu'ils auront un choix illimité de produits de qualité et à un prix abordable. La deuxième opportunité, d'ailleurs, c'est l'opportunité d'attirer les investissements. Les investissements, qu'ils soient africains ou étrangers, parce que la zone de libre-échange continentale prévoit un protocole sur l'investissement qui va fixer des règles et règlements pour la facilitation des investisseurs. Troisièmement, la SLECAF va contribuer à la création d'emplois parce qu'il va stimuler l'industrialisation par le développement des chaînes de valeur et des chaînes de valeur régionales et continentales. Quatrièmement, avec la mise en exécution de la SLECAF, on va pouvoir contribuer à l'élimination de la pauvreté. Les études ont estimé que la SLECAF pourra faire accroître le produit intérieur brut de l'Afrique en général de 7%, donc soit 450 milliards de dollars d'ici 2035. Donc, c'est grâce à cette croissance qu'on va contribuer à la réduction de la pauvreté. Et puis, la SLECAF va contribuer à la réduction énorme des droits de douane à l'importation ainsi qu'à l'élimination des barrières non tarifaires. Donc, ça, c'est très important. Et ainsi, on va contribuer à l'élimination de la pauvreté. Et cinquièmement et dernièrement, donc, je voulais parler du rôle que la SLECAF va contribuer à la répartition des revenus. La SLECAF permettra de combler les écarts de salaire entre les hommes et les femmes parce que les études ont montré que les impacts économiques et distributifs de la SLECAF révèlent que les femmes africaines vont bénéficier de la SLECAF grandement puisque elle constitue la majorité des personnes engagées dans le commerce intra-africain. Et la SLECAF va permettre donc la facilitation du commerce intra-africain, ce qui va contribuer au revenu des femmes plus que les hommes. Et en même temps, la SLECAF va contribuer au revenu des salariés, des travailleurs non qualifiés et des travailleurs qualifiés en même temps. Merci. Merci beaucoup Sebaizi d'avoir été précis et surtout d'avoir explicité l'ensemble des opportunités qui s'offrent aux opérateurs économiques. Maintenant, je voudrais revenir à Sir Wahed Arhal. Merci encore une fois d'être avec nous. Et je voudrais vous interroger, Monsieur Arhal, sur les préparatifs pour un positionnement du Maroc au niveau de la SLECAF, forcément donc associé à l'ensemble des opportunités. À vous
la parole et je vous écoute comme l'ensemble des entreprises qui nous suivent avec beaucoup d'intérêt. Merci, Mounir. Donc, en ce qui concerne les préparatifs, bien entendu, qui est en vigueur de CAF 2021. Donc, il y a tout un travail qui est en train de se faire, à la fois avec notre partenaire privilégié qui est la SMEX, mais également avec toutes les associations professionnelles, les fédérations professionnelles, de manière à ce que qu'on transforme cette adhésion à la SDCAF en opportunité et en opportunité réelle. Et sur cette base-là, nous sommes en train de regarder cette SDCAF comme opportunité pour nos entreprises, que ce soit de production de biens ou de services, mais également c'est un avantage pour élargir notre marché sur un marché auquel nous appartenons. Mais l'idée, c'est de voir la SDCAF comme une opportunité, pas uniquement comme un marché de consommation, mais également un marché de partenariat et d'investissement. Donc, notre vision aujourd'hui sur laquelle nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des parties concernées à la tête de la SMEX, c'est de donner un peu les grandes orientations à nos entreprises, que ce soit dans le bien ou le service, d'attaquer le marché africain dans un cadre, encore une fois, gagnant-gagnant. Et je voulais dire par ce qu'on est en train de préparer, c'est quelque chose qui émane, on va dire, des associations, du secteur privé, des opérateurs. Parce qu'au-delà de nos directives, de nos orientations globales, stratégiques du pays, mais notre objectif principal, c'est qu'on formule des offres, on va dire des offres pour aller au marché africain, mais quelque chose qui réponde à la fois aux besoins du marché africain, mais également aux attentes de nos entreprises, que ce soit dans le secteur, encore une fois, du service et du bien. Merci infiniment, Serhal, surtout d'avoir explicité cette démarche très ouverte sur le secteur privé, donc dans une logique collaborative, c'est le terme qui a été annoncé précédemment, et surtout d'agir dans une logique marché. Donc certainement on reviendra vers vous avec d'autres questions. Je voudrais maintenant interpeller Mme Selwa Al-Qarqri Belghziz, qui est présidente de la Commission Afrique à la SMEX, sur les besoins et les attentes des exportateurs marocains vis-à-vis des autorités, que ce soit marocaines ou le secrétariat de la SDCAF, sur différents sujets qui vous semblent pertinents. À vous la parole, Mme Selwa Al-Qarqri, avec mes remerciements. Merci, Simonir. Donc, ce qui est important, un chiffre qui est très important, et je tiens à le signaler, c'est le potentiel immédiat qui est inexploité et qui résulte justement de l'étude détaillée qui a été faite et qui est de 15 milliards de dollars. Et donc, ce potentiel qui a été fait donc, par secteur et par région, c'est un potentiel qui est là, qui est à la disposition donc, de nos exportateurs, de nos industriels, et qui n'attend que quelques prérequis. Donc, c'est l'occasion un petit peu d'en parler rapidement. Et j'en profiterai également pour donner quelques premiers éléments de réponse aux deux questions qui sont posées sur le site également. Et donc, la SMEX, en fait, après cette étude, ce qu'elle demande, c'est une stratégie, une vision globale d'export, avec la mise en place d'un FODEX, un fonds de développement pour les exportations, comme cela a été fait pour l'industrie, pour le fonds de développement de l'industrie. Et donc, ce fonds, bien sûr, servirait d'abord à la promotion. Ce qui est très important, c'est de la promotion du Made in Morocco, du label Morocco, en utilisant bien sûr l'ensemble des institutions et en utilisant également notre diplomatie économique dans ces différents pays. C'est un point qui est très important. Nous demandons également à ce qu'il y ait une mise en œuvre réelle des recommandations qui ont été faites lors des assises de la fiscalité. Et donc, dans une grande partie de ces recommandations concerne l'export. D'ailleurs, on se rejoint beaucoup avec les recommandations sur le nouveau modèle de développement économique qui vient d'être présenté par la Commission, justement, où il y a pas mal de recommandations pour développer l'export et également l'investissement. Quand on parle de l'Afrique, c'est win-win, c'est également l'investissement dans ces différents pays. Nous n'avons pas oublié les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire. Et ça répond à une question sur le chat par rapport à la TPE et la petite entreprise qui est très importante, et aussi par rapport aux services, parce que rappelons que la SLECAF ne concerne pas uniquement les biens, elle concerne les services.
Et ça répond à une question, je dirais, intéressante par rapport à l'entrepreneuriat féminin et par rapport aux femmes, dont justement la grande majorité se retrouve dans le service. Et donc, elles sont aussi bien concernées par cet accord que donc les autres secteurs. C'est quelque chose qui est très important. Donc, le label Maroc, on en a parlé. La veille, donc là, on a mis en place, c'est déjà parti avec le ministère, l'observatoire. Donc là, on aura un mécanisme qui est très, très important pour nos opérateurs économiques. Donc, le fonds de soutien, on en a parlé. La dématérialisation également et le digital, on en a parlé. Et la construction des halls d'exposition tout à l'heure, j'en ai parlé. Donc, je pense que j'ai un peu fait le tour des attentes. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait, je dirais, une vision globale sur le moyen et long terme, et pas uniquement sur le court terme. C'est pour ça que la SMEX, avec le ministère, travaille sur un contrat-programme pour justement lier le secteur privé au secteur public, avec un engagement d'une part et d'autre qui ne peut être remettre en cause, et donc c'est pour travailler sur le long terme. Merci beaucoup, Selwa. Non seulement vous avez fait le tour, mais vous avez fait un beau tour, donc exhaustif et pertinent sur la question. Du coup, donc, je vais m'orienter vers Madame Sana sur deux questions, les recommandations majeures et les pistes de réflexion, ainsi que le facteur logistique. C'est pendant à ma question initiale. Qu'en pensez-vous? Alors, effectivement, Mme Sloa a parlé d'une manière très exhaustive de toutes les pistes de recommandations et pistes de réflexion aux solutions pour la réussite de la ZLECAf. La logistique faisant partie évidemment du bloc de recommandations, mais je pense qu'il est quand même important de revenir sur un point dont a parlé M. Rahel, qui est très, très important à mon sens. D'abord, considérer la ZLECAf, encore une fois, je répète, comme un marché, un projet commun africain. Il ne s'agit pas d'un projet marocain pour l'Afrique, il s'agit d'abord d'un projet africain. Et je pense que c'est très, très important de le rappeler. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a tendance à se dire, bon, ben, les exportateurs, quels sont les débouchés? On considère le reste de l'Afrique. Et d'ailleurs, des fois, il y a des langages qui, notre langue fourche, en disant on va aller en Afrique, nous sommes africains. Et donc, considérer le reste de l'Afrique comme en tout cas des partenaires. Il ne s'agit pas de marché de destination pour l'export marocain, mais il s'agit de partenaires. C'est pour ça qu'il faut encourager davantage, pour moi il est essentiel d'encourager davantage l'investissement vers les autres pays africains et ne pas agir uniquement à partir du Maroc et vouloir se développer et développer la présence du Maroc au niveau africain. Pour moi, c'est très important, parce que le Hal l'a dit, je le répète encore, encourager et changer ce mindset en se disant nous sommes uniquement des exportateurs. Non, nous sommes des exportateurs potentiels investisseurs et si nous voulons nous développer dans le cadre de cette Afrique, de cet accord, de cette version, de cette vision commune, il faut absolument considérer l'Afrique comme un projet commun de co-développement, de co-construction et de partage surtout, de partage de richesses. On le dit de win-win, mais c'est vraiment véritable, c'est réel. Et un exemple concret, c'est parmi les recommandations, c'est la création d'écosystèmes régionaux. Je le disais tout à l'heure, parmi les principaux défis, c'est qu'il y a des blocs économiques régionaux qui sont très forts. Quand vous voyez la COMESA, par exemple, ou la SADC, la COMESA en Égypte ou l'Afrique du Sud, la SADC, véritablement, aujourd'hui, sont des leviers de développement et de croissance dans toute cette région-là. Et aujourd'hui, si nous voulons nous développer au sein de cette Afrique commune, il faut davantage accélérer cette intégration régionale. Et pour cela, moi, j'encouragerais, en tout cas, on ne le répéterait jamais assez, la SMEX le dit déjà, le ministère le dit, d'encourager cette logique d'écosystème régional, d'écosystème. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, parmi les principaux producteurs de coton dans le monde, 4 sont en Afrique, alors que nous ne transformons que 2% de notre coton, 2%. On transforme le coton, on l'envoie en brut et on l'importe en tissu. Aujourd'hui, pourquoi ne pas considérer une logique régionale où on peut se dire, voilà, on va importer du coton du Bénin, on va l'investir dans l'industrie du textile au Maroc pour pouvoir mieux arrimer ces entreprises africaines au niveau des chaînes de valeur mondiales et créer de véritables champions africains. Il ne faut pas avoir de complexe, il y a de très grands champions africains qui peuvent s'arrimer aux chaînes de valeur mondiales. On le voit aujourd'hui avec le Maroc, comment l'automobile, grâce à l'automobile, on a réussi vraiment à s'arrimer et à travailler avec les plus grands constructeurs mondiaux. Donc aujourd'hui, il faut encourager
cette dynamique d'intégration, cette dynamique de co-construction régionale et dans tous les secteurs et même ceux à très forte valeur ajoutée. Je donnais l'exemple de l'automobile. Aujourd'hui, le premier secteur exportateur marocain, c'est l'automobile, alors que nous avons de la matière première qui existe en Côte d'Ivoire avec l'EVA, la bauxite en Guinée. Donc, pourquoi ne pas créer un écosystème régional automobile africain? Et ces exemples comme ça, il y en a beaucoup dans plusieurs secteurs, dans l'agro-industrie. On importe des mangues d'Amérique latine ou du noix de cajou d'Inde, alors que les meilleures mangues et noix de cajou que j'ai mangées sont au Sénégal, au Bénin, au Burkina. Donc voilà, aujourd'hui, il faut véritablement encourager cette dynamique de co-construction africaine et cette dynamique de création, d'arrimage de chaînes de valeur et continentales et internationales. Parmi les recommandations également que je voudrais également faire, c'est évidemment l'accélération de l'industrialisation en deuxième et troisième transformation. C'est important. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de la dépendance aux matières premières. Des fois, même au Maroc ou dans des pays industrialisés, on vend de la minute ouvrière. Aujourd'hui, il faut dépasser cela, il faut aller vers le produit fini. Il faut aller vraiment pouvoir créer une véritable stratégie, comme je disais, d'arrimage de chaîne de valeur mondiale à travers un produit made in Africa. Et il faut le dire fièrement. Et puis enfin, pour donner la parole à notre ami de Tanger Med, Ahmed Bennis, évidemment, la logistique, aujourd'hui, il y a déjà des corridors qui sont là. Il y a des projets de corridors qui sont importants, mais il faut les accélérer leur mise en place, notamment le corridor Tanger, Nouakchott, Dakar, Lagos, le corridor Nairobi, Mombasa, des corridors routiers, des corridors ferroviaires également, et bien évidemment les corridors aéroportuaires. C'est aujourd'hui la compétitivité des opérateurs africains ne peut être véritable que si l'on accélère davantage l'accès d'abord aux services de logistique et à l'infrastructure de logistique grâce à des pionniers comme ceux de Tanger Med. Merci beaucoup, Sana, d'avoir insisté sur des concepts forts, à savoir la co-construction, le co-développement, l'intégration régionale, les écosystèmes régionaux, la génération de valeur, l'industrialisation en mode systémique. Donc, c'est ce qui va permettre certainement à l'Afrique de prendre sa position parmi les grands continents producteurs et générateurs de valeur. Maintenant, je voudrais revenir à notre ami Ahmed Bennis sur les leviers logistiques pour soutenir les exportations marocaines à partir du port Tanger Med. À vous la parole. Alors, ce qui nous réjouit, c'est non seulement d'avoir beaucoup de participants à ce talk, parce que nous avons dépassé les 300, donc une centaine de personnes qui est connectée avec nous et plus de 200 personnes sur les réseaux sociaux. C'est que le débat sur la ZLECA, c'est un débat qui est très riche et très dense et on l'aborde avec beaucoup d'émotion. Mais si vous voulez, aujourd'hui, avec l'avènement de cet accord, que ce soit les entreprises ou que ce soit les opérateurs africains, ils doivent aujourd'hui s'investir de nouvelles fonctions et essayer de promouvoir de nouveaux processus pour les chaînes de valeur, soutenant la vision de la création d'un marché africain unique et solidaire à la fois. Et donc, le Maroc, bien évidemment, il a tout à gagner dans la ZLECAf du fait qu'elle permettra aux exportateurs marocains d'accéder ou d'exporter leurs produits à des régions qui jusque-là étaient inaccessibles. Et nos échanges avec les pays subsahariens se font aujourd'hui avec beaucoup de difficultés. Et c'est particulièrement à cause des droits de douane élevés que j'espère, avec le démantèlement en cours, vont nous permettre d'avoir un accès beaucoup plus important. Il y a aussi des barrières non tarifaires, mais il y a surtout cette logistique qui en manque de compétitivité. Donc, il faut réfléchir aujourd'hui à la méthode la plus optimale pour gagner des marchés à fort potentiel, à développer des corridors logistiques de bout en bout qui vont relier le Maroc à partir de Tanger Med ou à partir d'autres ports marocains vers des destinations ou vers des hubs régionaux tels que Abidjan, par exemple, pour l'Afrique de l'Ouest, un peu plus bas, que ce soit Pointe-Noire ou que ce soit donc, au niveau du Gabon pour l'Afrique australe et puis Djibouti du côté de l'Afrique de l'Est. Mais aujourd'hui, il faut saisir ces opportunités et développer encore plus ces corridors. Et cette ZLECA qui inclut aujourd'hui un espace maritime à fort potentiel
nous interroge aussi sur la pertinence des politiques continentales et régionales pour soutenir le développement des infrastructures portuaires, pour soutenir le développement d'une logistique compétitive et surtout pour développer la connectivité dans le hinterland qui souffre aujourd'hui en manque d'infrastructures. Et c'est là la clé pour le renforcement du commerce intra-africain. Les trafics actuels et ceux qui sont potentiellement avérés, ainsi que ce commerce maritime intra-africain qui se doit d'être de plus en plus dynamique, ne peut aujourd'hui émerger ou se consolider que si seulement des politiques de facilitation et d'harmonisation multilatérale viennent soutenir son développement et viennent soutenir le développement de ces services maritimes africains avec de la pertinence et de la fiabilité. Donc pour nous aujourd'hui, donc nous tous, donc, il s'agit d'un travail collaboratif et je reviens sur les actions collaboratives que nous devons mener tous ensemble. Ça nous engage aujourd'hui à accompagner les exportateurs marocains dans leur quête de compétitivité et dans leur quête de pénétration de ces nouveaux marchés. Et cela peut se traduire à travers la mise en place d'actions concrètes, d'actions opérationnelles. J'en citerai quelques-unes. La première, ça serait de soutenir le développement d'une offre logistique compétitive, optimisée, à travers la mise à disposition des moyens de stockage, d'entreposage, qui soient adaptés à chaque type de marchandise et à chaque destination. Donc, il faut reprendre aujourd'hui ce corridor logistique, regarder dans les différents maillons de sa chaîne de valeur et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut optimiser chaque composante de cette chaîne de valeur logistique qui rajoutera de la compétitivité à ce produit et qui lui permettra de pouvoir pénétrer le marché de destination. Deuxième action, ça serait de vulgariser encore plus l'utilisation des nouvelles technologies, de la digitalisation, la simplification des procédures à l'export. C'est ce que nous faisons par ailleurs au niveau du Port Community System de Tangemed. Nous avons cité tout à l'heure aussi la TPE, la PME, les entreprises de taille intermédiaire qui nécessitent un accompagnement personnalisé. Les grandes entreprises, ils ont leurs moyens, ils ont leurs canaux, ils savent très bien comment aborder ce type de marché. Mais les entreprises de taille intermédiaire, les TPE, les PME marocaines nécessitent un accompagnement supplémentaire et personnalisé. Une quatrième action, ce serait aussi d'initier des actions de promotion commerciale, ce qui existait depuis pas mal de temps. Mais aujourd'hui, ces actions commerciales se doivent d'être encore plus pertinentes, avec une approche commerciale qui s'inscrit dans un cycle complet et pas uniquement des actions de promotion opportunistes sur lesquelles on fait beaucoup de communication, mais in fine, on n'arrive pas à toucher la cible finale. La dernière action, et je reviens toujours sur cet aspect de coordination et de collaboration, c'est de pouvoir aujourd'hui connecter les entreprises marocaines, les exportateurs marocains aux opérateurs logistiques africains pour justement avoir une meilleure compréhension des attentes du marché et pour pouvoir aussi offrir encore plus de connectivité. Merci beaucoup, merci infiniment, M. Bnis, parce que vous étiez aussi exhaustif sur la réponse par rapport à cette problématique d'opportunité et surtout les problématiques de corridors logistiques, de chaînes de valeur et aussi ce qui est incontournable dans le contexte actuel, à savoir la digitalisation. Je voudrais dans un premier temps donc vous adresser les remerciements, les félicitations des nombreuses entreprises qui convergent vers ce constat commun. Maintenant, j'ai plusieurs questions, donc je vais vous les poser par tranche de 2 questions qui vous sont adressées toutes. Et elles convergent vers un point commun, c'est l'ouverture à ce qu'on appelle les entreprises, l'ouverture du marché aux entreprises, surtout de petite et moyenne taille, c'est-à-dire est-ce que la SLECAF est ouverte aux PME et aux TPE, parce que souvent le premier réflexe qui sort quand on parle de marché, c'est les grandes entreprises qui ont la capacité bien sûr d'investiguer et de prospecter. Et une autre question qui revient aussi, c'est l'accompagnement. Est-ce que les entreprises pourront être accompagnées dans cette démarche de prospection et de promotion? Donc, je vous transmets ces questions. C'est Abdouahab Rahal, vous voulez bien répondre et puis après, je ferai le tour de tous les panélistes pour que chacun puisse s'exprimer sur cette question. Donc, je rappelle l'ouverture aux PME, PMI et l'accompagnement qu'on peut apporter à ces PME, PMI. Écoutez, l'accompagnement, c'est au cœur de notre stratégie. Donc, pour accompagner nos entreprises, mais quand je dis entreprises, et avec un grand E, ça concerne les grandes entreprises, mais également les petites et les très petites entreprises.
Et donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, comme on l'a fait, bien entendu, dans les bons projets industriels, où on a préparé des projets, on l'a mis à la disposition, on va dire, des porteurs de projets, et bien, on est en train de faire le même travail avec nos amis de la SMEX pour donner donc plus de visibilité, non pas uniquement d'accompagnement, mais également de donner des opportunités pour que ça se présente aujourd'hui sur le marché africain à l'adresse des gens qui ont la volonté d'exporter. Donc, je dirais qu'il y a le volet industriel, production, tout ça, mais également sur la partie accompagnement, nous sommes très conscients de l'accompagnement et c'est un peu trop prématuré d'en parler aujourd'hui parce que sinon ce qu'on va faire imminent, ça, donc ce qu'on est en train de faire sur l'accompagnement à l'export. Et quand je dis l'accompagnement à l'export, ça englobe beaucoup de sujets, beaucoup de volets, à la fois, je dirais, la partie, je dirais, offre, ce qu'on va exporter. Donc, c'est-à-dire que les entreprises qui ont les moyens pour exporter, là, on leur définit quels sont les produits potentiels, là où il y a avec on va dire, des éléments qui aident à la prise de décision pour exporter. Ça, d'une part. Deuxième chose, nous travaillons également avec nos partenaires sur l'aspect logistique. C'est quelque chose de très important parce qu'il ne suffit pas d'avoir un produit et d'exporter, mais il faut qu'il y ait une vraie chaîne logistique qui va permettre d'arriver le produit. Et il y a également la partie financement sur laquelle on est en train de travailler avec tous nos partenaires, que ce soit internationaux ou nationaux, de manière à ce qu'il y aurait un accompagnement également sur la partie financement. La deuxième chose également, il ne faut pas qu'on oublie également, parce qu'on l'a dit Mme Sénat tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de regarder l'Afrique comme une opportunité, mais également pas uniquement un marché uniquement de consommation, mais également d'investissement. Nous avons également des idées, des projets, on va dire, sur l'export et sur l'investissement et qu'on va accompagner nos entreprises pour aller investir. Donc, l'investissement qu'on vise, nous, ce n'est pas un investissement juste pour investir, mais un investissement qui a un impact important et un impact direct sur la promotion de nos exportations qui vont booster un peu nos exportations. Et la deuxième chose, pour terminer, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un libre-échange et il y a des règles, bien entendu, des cadres, tout ça. Et bien entendu, l'accompagnement également va aider également nos entreprises industrielles dans toute pratique, on va dire, anticoncurrentielle, dumping ou autre. Mais l'idée, c'est d'avoir, je dirais, une zone de libre-échange comme les autres libre-échanges, bien entendu, mais qui respectent, on va dire, les règles de concurrence loyale. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas donner plus de détails sur ce qu'on est, sur notre offre d'accompagnement ou de l'offre d'export et d'investissement. Ça serait une sortie imminente qu'on va faire très bientôt, donc avec le partenaire, la SMEX, pour, on va dire, annoncer un peu les grandes lignes un peu de notre stratégie d'accompagnement sur la SDK. Et c'est avec plaisir qu'on va vous inviter, M. Hal, pour nous en parler dans le détail, au bénéfice bien sûr de l'offre exportable marocaine des entreprises. Je vois la Salwa Al-Karpré sourire, donc certainement vous voulez réagir par rapport à cela. À vous la parole. Oui. Merci Soumounir. Tout à fait, oui. Je voulais un peu confirmer ce qui a été dit et donc il y a des choses concrètes qui se préparent. Au-delà, donc bien sûr, la SMEX est là pour accompagner l'ensemble des entreprises et plus spécialement la PME. Et déjà, de point de vue encore concret, il y a déjà un contrat de relance export qui a été signé entre le ministère et la SMEX pour justement contrat export relance export 2021-2023 qui garantit, je dirais même 80% des financements d'investissement pour la promotion des exportations. Et l'Afrique, justement, est prioritaire pour toutes ces demandes-là. Donc, il y a des concrets et la SMEX, elle est là vraiment pour vous accompagner. Je parle, bien entendu, à la personne qui a posé la question tout en la remerciant. Merci beaucoup, Lella Salwa. Je rappelle que vous êtes présidente de la Commission Afrique. Je suis pour la parité, donc prochaine question pour Ahmed Beni, justement sur ces aspects d'accompagnement et surtout la capacité des PME de nous suivre dans cette promotion, cette prospection gagnant-gagnant, bien entendu, sur le continent africain. Quelle est la perception et la vision de Tangemed à travers vous aujourd'hui? Alors, la PME et la TPE, elle est au centre
de notre préoccupation aujourd'hui. Parce que qui dit offre exportable marocaine, donc c'est dit des produits que nous sommes capables aujourd'hui d'exporter et qui peuvent avoir un avantage compétitif dans les marchés à destination. Cet avantage compétitif intègre l'ensemble des composantes du coût de revient. Et on constate aujourd'hui que ces entreprises de cette taille, en tout cas, sont pénalisées par rapport au coût logistique. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est d'analyser encore plus les composantes de ce coût logistique et d'y ramener de la compétitivité, que ce soit à travers de la négociation, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, on négocie aujourd'hui avec les armateurs, mais aussi à travers la mise en place de plateformes d'accueil pour ces produits qui vont pouvoir leur permettre d'avoir des espaces de stockage, d'entreposage, de dépotage, d'empotage, dans des conditions qui respecteraient la qualité du produit et qui rajouteraient aussi de la compétitivité prix à ces produits-là. Mais ce travail ne peut se faire sans qu'on puisse faire de la consolidation et de la massification. Donc, on doit travailler ensemble. Donc, si aujourd'hui, cette entreprise s'adresse directement à un transitaire ou un transporteur pour transporter un conteneur, bien évidemment, les tarifs qu'elle va devoir payer sont des tarifs qui sont très, très élevés. Mais quand on va consolider ces volumes, on aura plus de marge de manœuvre pour pouvoir négocier sur base d'un volume qui est important et de facto, on va réduire drastiquement ce coût logistique à destination de ces marchés cibles. Donc, il y a plusieurs actions qui sont en cours. On continue à travailler la main dans la main avec la SMEX et avec les exportateurs eux-mêmes. Et puis, c'est un travail collaboratif qui ne cessera de s'arrêter parce que nous sommes dans une quête de performance et d'amélioration du service public. Merci beaucoup d'avoir fini sur ce mot collaboratif qui est très intéressant, qui a fait bien sûr le tour de l'ensemble des panélistes. Je reviendrai vers vous aussi sur une autre question, Ahmed Benis. Maintenant, la parole est à Sana Hello en tant qu'experte au sein du cabinet Mazars sur ces problématiques de la capacité des PME, TPE d'être intégrées dans cet effort, bien entendu, de construction de la SLECAF. Et comment, de quelle manière, et y aura-t-il des capacités d'accompagnement? Allez-y, Madame Sana-Hello. Merci, Simone. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, que peu importe la taille de l'entreprise, il y a du travail pour tout le monde. D'abord pour les grandes entreprises, forcément, parce qu'elles sont beaucoup plus structurées, elles ont l'historique de travailler déjà sur le continent, mais le fait d'avoir une zone unifiée va y avoir une sorte d'effet d'entraînement sur les PME. Donc, il y aura un effet volume, d'abord sur la logistique, qui va vraisemblablement réduire l'éco-logistique, et je pars sous le contrôle de Tangemed. Donc, ça va être tiré par la grande entreprise. Et en même temps, il y aura un effet d'entraînement, et je disais tout à l'heure, les locomotives. Aujourd'hui, il est très, très, très important d'encourager davantage la PME à travers justement l'écosystème des grandes locomotives qui aujourd'hui travaillent sur le continent. Donc déjà, ça, c'est le premier bloc, l'entraînement via les grandes entreprises. Pour la PME, aujourd'hui à elle toute seule, il y a deux composantes importantes qui vont lui faire gagner en compétitivité. D'abord, tout simplement aujourd'hui, le démantèlement progressif des droits de douane, ça veut dire qu'elle va pouvoir exporter d'une manière formelle, structurée, sans droits de douane. Donc, elle va gagner en compétitivité, même face à la concurrence internationale. On parle souvent de Turquie qui est très présente en Afrique, de Chine qui est très présente en Afrique, mais aujourd'hui, en enlevant justement ces droits de douane, l'entreprise, la PME va gagner en compétitivité, va gagner en marché, en volume, en économie d'échelle, puisqu'elle n'aura pas de droits de douane, et en même temps, elle gagnera en compétitivité pour les intrants. Je donnais tout à l'heure l'exemple des jus. Une entreprise aujourd'hui qui fait des jus au Maroc, au lieu d'aller importer sa matière première d'Asie ou d'Amérique latine, elle va l'importer, elle va importer l'intrant d'Afrique sans droit de douane. Donc aujourd'hui, il y a de la place même pour la PME. Il ne faut pas avoir ce complexe en se disant c'est uniquement pour les grands. Absolument pas. Il y a de la place pour tout le monde. Mais encore une fois, la SLECAF, c'est un projet en construction, ce n'est pas un projet qui est opérationnel demain. Donc, évidemment, il y a aujourd'hui tout un dispositif qui est mis en place, qui sera mis et qui devra être mis en place par aussi bien les pouvoirs publics que les fédérations professionnelles privées, dont la SMEX est avec nous, pour pouvoir accompagner ces PME pour une meilleure mise à niveau et un meilleur travail sur le continent africain. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Merci beaucoup, Sana. Je voudrais juste faire intervenir notre ami Prudence sur cette même question. Vous êtes toujours avec nous,
Prudence Sebaïzi, Monsieur Prudence Sebaïzi, vous êtes avec nous sur l'accompagnement et la capacité des PME d'intégrer ce marché prometteur. Je voudrais par la suite, il nous reste encore 7 minutes, beaucoup d'entreprises nous sollicitent en termes de questions-réponses. Je voudrais, après l'intervention de notre ami Sebaïzi, revenir vers vous avec 2 autres questions, mais je sollicite votre réactivité pour que nous puissions répondre en 2 minutes, 1 minute chacun sur cette question. Allez-y, Monsieur Sebaïzi, vous m'entendez? Oui, merci beaucoup. Oui, je vous entends très bien. Concernant les mesures d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, je voudrais d'abord préciser que je suis d'accord avec les premiers intervenants. Ce qui est très important, c'est de faciliter les petites et moyennes entreprises pour s'intégrer dans les chaînes de valeur régionales et les chaînes de valeur continentale. Donc ça, on doit le faire avec les politiques qu'on met en place au niveau national pour faciliter l'accès au financement, pour faciliter l'accès à la capacité, donc faire de sorte que les petites et moyennes entreprises soient sensibilisées sur les règles et réglementations qui sont en place. Parce que s'ils ne sont pas au courant du changement des politiques concernant son marché, donc il sera très difficile pour qu'ils puissent accéder au marché. Deuxièmement, je pense qu'il est très important de faire également une analyse du secteur privé en général. Donc, pour voir là où ils ont les faiblesses, là où ils ont les atouts, et voir comment les politiques nationales, voir comment les réglementations nationales mettre ces entreprises dans une situation de compétitivité parce que la politique commerciale du continent va mettre les règles sur le même niveau de compétitivité. Donc, il est au pays pour voir comment leurs entreprises soient compétitives dans ce marché. Merci infiniment. Il nous reste 4 minutes. Je recommande et je sollicite votre indulgence pour que vous puissiez répondre chacun en 1 minute et demie, 2 minutes. Sur une dernière question, est-ce que le faible développement de certains pays africains peut poser un problème donc à la mise en œuvre de la SDCAF? Et la deuxième question, comment pouvons-nous parvenir à une SDCAF épanouie sans industrialisation? C'est Abdelwahab Rahal pour commencer. Alors, merci encore une fois, Simonir. Donc, je dirais qu'il y a aujourd'hui des opportunités, certes, il y a également des défis. Mais ce que nos entreprises doivent savoir, c'est que l'État a avec un grand E et les mobiliser avec toutes ses forces pour accompagner, je dirais, nos entreprises pour opérer sur le marché africain, à la fois pour l'export, bien entendu, également pour les investissements clients et une relation, bien entendu, pour booster nos exportations. Bien entendu, nous avons mis toutes les mesures d'accompagnement, que ce soit pour protéger un petit peu notre industrie contre toute, je dirais, concurrence loyale. On parle de dumping, concurrence je dirais, détournement du commerce. Mais je dirais encore une fois, les opportunités sont là. Il faut qu'on croie à notre continent. Il faut qu'on aille et sachez très bien que l'État marocain il est à la disposition pour mettre toutes les conditions favorables pour exercer dans des conditions favorables, que ce soit à l'investissement ou à l'export. Merci infiniment, Serhal. Serwar Kakri, toujours avec nous. Avec oui, toujours sourire. Là. Merci Simonir. Pour répondre rapidement, je dirais que l'un des objectifs justement de cet accord, c'est de réduire ces disparités. Et donc, tout sera fait par l'ensemble des pays et puis les négociations vont dans ce sens-là, justement pour réduire les disparités entre différents pays. Comme elle a dit tout à l'heure, Sana, il y a justement plusieurs Afriques, plusieurs pays. Par rapport à l'industrie, oui, effectivement, c'est le plus important et je pense que c'est un objectif majeur justement d'industrialisation, sachant que la matière première étant dans notre continent, justement, il y a des pays qui ont d'excellentes, qui ont des compétences et qui ont de très belles expériences, le Maroc et d'autres pays au niveau de l'industrie. Et donc, l'objectif, justement, c'est d'industrialiser au maximum avec des chaînes de valeur qui sont impliquées, avec, je dirais, une complémentarité entre les différents pays
Et donc, c'est ça qui va pouvoir créer de l'emploi parce que je rappelle quand même que l'objectif également, c'est de créer de l'emploi dans nos pays au niveau Afrique. C'est très important. Donc, il y a l'industrie, je rajouterai juste pour terminer, il y a également tout ce qui est innovation, tout ce qui est start-up et j'ai oublié tout à l'heure d'en parler, mais il y a quand même un projet important qui est Smart Africa qui a été signé entre les différents pays, par plusieurs pays d'Afrique au niveau de l'Union africaine et le Maroc les a rejoints. Et là aussi, il y a quand même du potentiel important pour l'innovation et pour l'emploi des jeunes dans notre continent. Industrialisation, innovation et start-upper, donc c'est les trois mots phares de l'intervention de Mme Salwa Fakhri. Je rappelle que vous êtes présidente de la Commission Afrique de la SMEX. C'est Ahmed Bennis, toujours pertinent. À vous la parole. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier le développement du commerce intra-africain du renforcement des capacités industrielles en Afrique. C'est ces deux éléments qui sont fortement et intimement liés. Et si la logistique aujourd'hui, c'est l'outil qui va nous permettre de renforcer le commerce intra-africain, l'industrialisation et la création de complémentarité entre les différentes chaînes de valeur et le levier qui nous permettrait tout simplement de garantir une croissance au sein du continent, créer de l'emploi et bien évidemment pouvoir se positionner au niveau, à l'échelle internationale. Donc, le même travail que nous menons aujourd'hui, ce travail collaboratif avec la communauté portuaire africaine, nous le menons également avec la communauté des zones économiques africaines. D'ailleurs, Tangemed a initié depuis fin 2015 l'association des zones économiques africaines qui regroupe aujourd'hui plus de 80 membres représentant 45 pays qui œuvrent aujourd'hui quotidiennement à pouvoir offrir le meilleur environnement pour que des industriels puissent s'installer, à l'instar de ce qui se fait aujourd'hui au niveau de Tangemed Zones avec plus de 1000 multinationales. Ce qui est en train d'être fait aujourd'hui au niveau de l'Afrique va être une reproduction de ce schéma, c'est-à-dire offrir des conditions adéquates pour que des investisseurs étrangers qui vont renforcer l'industrialisation locale, la transformation locale qui est un défi majeur aujourd'hui. On a cité l'exemple de la mangue du coton. Il est impératif aujourd'hui pour les économies africaines qu'on puisse renforcer la transformation locale, bien évidemment limiter les importations et équilibrer la balance commerciale des pays africains. Et ceci ne peut être réalisé sans renforcer les capacités industrielles des pays africains. Merci infiniment, Ahmed Bennis, de terminer justement sur ce constat générique et global qui est l'industrialisation et la génération de valeur et surtout l'esprit collaboratif qui doit animer l'ensemble des opérateurs économiques du continent. Sana Hlo, sur le même sujet, l'industrialisation comme impératif et bien entendu, comment y parvenir pour permettre donc au continent et surtout à cet accord de se maintenir, de réussir et de générer de la valeur. Je pense qu'on ne l'a pas assez rappelé. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants, mais en 2050, c'est le double. Un Africain sur 4 en 2050 sera un humain sur 4 en 2050 sera africain. Ça veut dire que l'industrialisation n'est pas un choix, c'est une nécessité. Nous allons vers une croissance démographique qui est très importante, avec plus de la moitié d'une jeunesse innovante, une jeunesse qui en veut, qui veut donner à son Afrique. Et donc, l'industrialisation encore une fois, ce n'est pas un luxe. Aujourd'hui, c'est une nécessité pour pouvoir se développer. Nous avons les capacités de nous développer nous-mêmes et pour cela, il faut avoir confiance. Et Sa Majesté le Roi l'a si bien dit, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas confiance en cette Afrique industrielle, en nos capacités à aller vers cette Afrique industrielle, nous n'irons pas d'avant. Donc, pour moi, c'est très important cette confiance-là et changer le narratif africain. Pour moi, c'est très important parce qu'on parle souvent, on voit toujours l'Afrique comme une terre de consommation, alors qu'on peut également, c'est une terre de richesse, de création de valeur, de création d'opportunités. Donc, il faut changer cette vision, ce narratif que nous, Africains, nous avons de cette Afrique-là. Et avec ça, tout est possible. L'industrialisation, la recherche et le développement, l'innovation, on est vraiment capable. Pourquoi les Africains sont capables de faire des choses extraordinaires dans le monde entier et pas en Afrique? Donc, il faut juste avoir confiance dans nos capacités et pouvoir aller de l'avant, Inch'Allah. Avoir confiance en nous pour que nous puissions tous réussir ce projet qui nous intéresse communément. Monsieur Sebaïzi, l'industrialisation est une nécessité pour l'Afrique, vous confirmez?
Oui, bien sûr, je confirme parce que si vous avez un grand marché, donc il faudra produire pour son marché. Sinon, nous allons créer un marché qui sera le marché pour les produits venant de l'extérieur. Je pense que dans l'introduction, quelqu'un nous a rappelé que aujourd'hui, le commerce intra-africain n'est qu'à 17%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un manque à gagner de 82%. Alors, comment est-ce qu'on peut combler ce manque à gagner? Il faut produire. Et comment est-ce qu'on peut produire sa industrialisation? Et d'ailleurs, les règles d'origine qui sont dans l'accord de libre-échange continental, c'est pour tout simplement promouvoir l'industrialisation. C'est pour protéger le marché africain à se développer. C'est pour protéger les industrialistes à commencer à produire pour le continent et puis voir comment on peut combler le manque à gagner parce que le marché est là, mais la production n'est pas là. Les ressources naturelles sont là, les facteurs de production sont là, mais nous continuons à dépendre des importations. Merci beaucoup, M. Sebaïzi. Je rappelle que vous êtes chef de l'unité d'appui au projet de l'ASDECAF à l'Union africaine. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette excellente rencontre virtuelle. Je tiens à remercier les nombreuses entreprises. Elles sont à peu près 300 à être connectées. C'est un exploit. Qui nous ont suivis de bout en bout, qui nous ont enrichis par leur interaction et leur débat. Je tiens aussi à vous transmettre, mesdames et messieurs les panélistes, les félicitations de ces entreprises qui ont trouvé beaucoup de substance et d'intérêt dans ce débat-là. Je tiens aussi à vous remercier vivement de votre disponibilité et de vos interactions. Je remercie aussi les organisateurs, à savoir Tangemet et la SMEX. Et je tiens aussi à remercier les soldats qui nous ont pas, les soldats de ce qu'on appelle l'ombre qui ont travaillé au succès de cet événement. Excellente fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Merci. Et félicitations à M. Mounir Fram pour sa pertinence. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci.